Ronen, c'est toi qui es en charge aujourd'hui? Ouais, c'est la première fois. Donc normalement c'est bon, là je vous ai nommé co-animateur, normalement. Ok, ça marche. Si vous voyez, ouais, normalement c'est bon, c'est ça. D'accord. Tov, alors on va commencer. Euh, Shalom à tous. Alors ce soir, à la demande de quelques personnes, on va commencer à étudier le sujet de ce qu'on appelle Binyan Abayit, une relation du couple. Soit avant qu'il y ait un couple, ou à partir du moment où il y a un couple, et le rapport entre l'homme et la femme de façon générale, et tout ça évidemment selon les sources de la Torah et des sages. Et en fait, on va commencer tout de suite par une introduction qui est tout simplement un survol de notre époque. C'est-à-dire avec la question clé qui est est-ce qu'on se marie aujourd'hui comme on se mariait il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans? Et je pense qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir pour répondre de façon très rapide que effectivement les choses ont changé. On va essayer de détailler ça. Alors, d'abord détailler pour connaître la réalité, mais en plus pour essayer de savoir effectivement au niveau plus précis qu'est-ce qui est positif dans ce changement et qu'est-ce qui est négatif, et surtout comment ça va pouvoir nous aider aujourd'hui à effectivement se rencontrer les uns les autres et construire un couple et de le faire de façon pleine, entière et durable des attachés. Alors, on va commencer d'abord par comment ça se passait avant. Et j'imagine que tout le monde n'est pas spécialement au courant parce que vous êtes jeune. Mais il n'y a pas si longtemps que ça peut revenir jusqu'à nos grands-parents, peut-être même nos parents, dans certains cas. La construction du couple était complètement différente de ce qui se passe aujourd'hui. Le changement était progressif pendant des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, si on fait vraiment un bond en arrière de plusieurs dizaines d'années, on peut voir que la différence est énorme. Vous allez voir ça sur plusieurs paramètres. Je suis sûr que vous-même, vous avez déjà réfléchi à cette idée. Euh, tout, a priori, les choses étaient plus simples. Et tout de suite, je dis une sorte de mot d'avertissement, c'est qu'on n'est pas en train de pleurer sur un passé qui est passé, hein, quelque chose qui est, oh là là, avant c'était plus simple, etc. Non, il faut savoir que toute chose que Akadosh Baruch Hu nous emmène, nous montre, nous fait vivre, c'est uniquement pour notre bien, et on va le préciser par la suite. Donc, mais malgré tout, a priori, les choses étaient plus simples auparavant. Ça veut dire quoi? Il y a une phrase, je ne pense pas qu'on la dise encore aujourd'hui, mais du temps de mes parents, on disait comme ça, il faut se marier dans sa rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, ils se mariaient avec la personne qui était proche, avec la voisine, avec la cousine, avec des gens qui avaient un rapport avec leur famille. Très souvent, comme vous savez très bien, c'était les familles qui faisaient avancer les choses entre le khatan et la kala. Et les exigences, de façon générale, étaient plus modestes à tous les niveaux. Okay. Il n'y avait pas spécialement d'exigences physiques, cosmétiques, etc., etc. Et en plus de ça, on va dire que le rôle de chacun dans le couple était très clair, très défini. C'est l'homme, par exemple, qui va amener la parnassa. La femme, en général, soit restée à la maison, soit elle avait une occupation qui était partielle, et elle s'occupait des enfants. Et donc, cette partition des rôles était très claire. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, il y avait une simplicité. Une simplicité qui, à un certain niveau, aidait, aidait à la stabilité du couple. Euh, donc, en fait, de façon générale, la construction du couple, c'était quelque chose de naturel, de simple, de modeste, évidemment, d'attendu. C'est-à-dire qu'une personne qui ne se mariait pas, c'était vraiment, oui, oui, le pauvre, c'est quelqu'un qui était exclu de la société pratiquement. Et c'était quelque chose de complètement bizarre, marginal. On peut rajouter à ça hein, le paramètre qui a changé dans les 50 dernières années, c'est qu'il n'y avait pas de volonté spéciale de limiter le nombre d'enfants. Kolaba, Baouchaba, et donc effectivement, il n'y avait pas de pensée dans le sens que effectivement peut-être un enfant de plus va entraver
ma réussite personnelle, mon développement personnel, ce type de pensée n'était pas au jour. Ça ne faisait pas partie du type de spéculation dont les gens s'occupaient. Au même niveau, les revenus. Est-ce qu'il fallait arriver à un certain degré, un certain barème de revenus pour pouvoir se marier, une certaine situation, comme on dit aujourd'hui, et d'abord une situation, après tu penseras à te marier. Ben non, un grand chidouche que même les gens pauvres, ils se mariaient. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, s'il y avait un khatan, ou alors un prétendu khatan qui était pauvre, eh ben, il allait chercher une jeune fille, il allait lui annoncer très clairement qu'ils allaient être pauvres ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas spécialement cette dépendance de il faut d'abord se faire une place dans la société, avoir une situation, comme on dit, peut-être même une carrière, avant de penser à se marier. Et tout ça, ça s'est développé beaucoup plus tard. Et là, on passe à un point supérieur qui est prépondérant. C'est l'influence de la culture occidentale dans cette question. C'est-à-dire que tout le temps où, alors on va se reconcentrer sur les communautés juives, tout le temps où Am Israël était plus ou moins dans les ghettos de l'Europe de l'Est ou alors dans les pays arabes, on peut voir très clairement que le monde occidental avait pas ou très peu d'influence sur ces communautés et en particulier n'avait pas d'influence sur la formation de la famille, la formation du couple. C'est-à-dire qu'ils se mariaient exactement comme leurs parents s'étaient mariés, leurs grands-parents, etc., etc. Tradition, de génération en génération, de la même façon, un âge jeune, et encore une fois, sans aucun rapport avec la situation ou le statut social. Mais ce qu'on a vu de plus en plus, c'est que la culture, principalement la culture occidentale, a cherché à s'introduire dans les valeurs du couple, les façonner de nouveau. C'est-à-dire avec qui tu dois te marier, quand tu dois te marier, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se marier. Et tout ça, petit à petit, c'est aussi rentré dans le monde juif, à un tel point que dans certains pays, dans certaines communautés, on les a complètement adoptés, ces idées-là, ces motifs, et ça fait partie de notre vie, et on aurait du mal à penser différemment. Et donc, en fait, toutes les conditions du passé ont complètement changé. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, si je prends un exemple personnel, la façon dont moi je me suis marié avec, et la façon de mes amis, etc., et la façon dont mes grands-parents sont mariés, n'a rien à voir. Rien à voir. Au niveau de l'âge, au niveau de plein de choses. Et j'imagine que c'est le cas pour une grande partie d'entre nous, peut-être que pour vous, c'est les arrière-grands-parents. Donc les choses ont changé, mais là, il faut tout de suite faire attention. Il y a beaucoup des fois, il y a des articles qui commencent comme ça, peut-être des cours qui commencent comme ça. Ah, autrefois, et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Chas v'shalom de penser comme ça. Mamash chas v'shalom, bien au contraire. Chaque changement qu'il y a effectivement des côtés négatifs. Principalement, ce qui nous intéresse, c'est de voir le côté positif, pas spécialement celui qui éclate aux yeux, qui nous saute aux yeux, mais peut-être des fois le côté positif qui se cache sous la première surface, sous la première couche de la réalité. C'est ce qu'on va essayer de révéler ensemble. Donc, a priori, effectivement, les choses sont plus difficiles, aujourd'hui plus compliquées. On voit que l'âge du mariage est retardé. Donc, apparemment, il y a un certain parcours à passer, à faire. Pas toujours, pas toujours. Mais des gens qui se marient à 16 ans, ça se trouve moins. Et même 18-19 ans, ça se trouve moins. Et il y a aussi effectivement tout un tas d'idées qui viennent avec nous dans le mariage. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle rentre et elle passe du célibat au mariage, elle arrive avec une sorte de bagage de pensée, d'idées, de conception de la vie, et surtout quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux, et on va développer ça plus par la suite, d'attente. Ce qu'on appelle en hébreu tzipiot, des attentes, des espoirs, peut-être même des fois des illusions. Et ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on n'est pas toujours conscient de ça, parce que ça fait partie de nous-mêmes. On a du mal à dissocier nos idées de nous-mêmes. Et en fait, on pense plein de choses de façon un petit peu sournoise, comme ça, sans les dire clairement, sans les exprimer.
Et en fait, on n'a pas spécialement l'occasion de les exprimer tout le temps, on est célibataire, parce que même si on parle de ça avec nos amis IES et nos parents, etc., on n'arrive pas spécialement au cœur du problème. Quand c'est que ces choses-là vont se révéler, vont s'étaler, vont surgir, quand on va se trouver face à face avec le conjoint. Et là, effectivement, on va se rendre compte à un certain moment qu'effectivement, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis du couple. Et, et c'est des choses qu'on attend depuis longtemps et on attend que l'autre comble cette attente. Et quand il ne le fait pas, ça peut porter un problème, ça peut créer un problème. Et donc, ces attentes-là, vu qu'effectivement, tous les paramètres qu'on a mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire l'âge du mariage est repoussé, donc on vit plus longtemps seul, on se construit, on mûrit plus longtemps seul, on acquiert une conscience qui est à nous, qui est individuelle, ce n'est pas une conscience qu'on a acquise ensemble avec l'autre personne. Alors tout ça fait qu'effectivement, on vient avec un bagage, on vient de cette façon construite, entre guillemets, et ça fait qu'effectivement, il va falloir chercher à rencontrer l'autre sur un terrain plus ou moins neutre. Et très souvent, quand on vient, donc on a ces attentes-là qui peuvent créer une entrave à un certain niveau. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur le... On va parler plutôt pas des obstacles, mais plutôt des grandes choses qui a révélé derrière tout ça. Alors, si on a parlé qu'autrefois, effectivement, la création du couple a été plus simple, plus modeste, plus rapide, il faut pas se leurrer. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Il ne faut pas se leurrer et on fait très attention. On ne veut pas être comme il y a écrit dans l'Agma, dans de nombreux endroits, le Otsi Laz al Rishonim. Alors quoi, le Otsi Laz al Rishonim, ça veut dire des choses pas très sympathiques sur les générations antérieures. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense à ça. Parce qu'en fait, si on jette un regard en arrière, je parle de la plupart des gens, je ne parle pas des Talmidei Chachamim, mais des gens qui sont investis dans ce type d'études et qui ont éclairci c'est quoi un couple. Je parle plutôt des gens qui vivaient comme tout un chacun vivait. Ça se divise en deux. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui ont eu le mérite d'avoir une vie de couple fantastique, avec une entente cordiale, une harmonie, une croissance mutuelle ensemble, une construction très forte, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Baruch Hashem. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas eu ce loisir. Et si on cherche à savoir s'il y a eu une réussite et un échec par le fait que est-ce qu'il y avait un divorce ou pas, comme on dit en hébreu, zelo relevanti pour les générations antérieures. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas l'habitude de divorcer. C'était quelque chose d'extrêmement marginal. C'est uniquement dans des cas de force majeure. Et donc, en fait, c'était très possible qu'il y avait un homme et une femme qui vivaient ensemble pendant 50, 60, 70 ans, qui avaient des enfants, qui avaient des petits-enfants. Et la femme subissait les abus de colère de son mari, et le mari subissait d'autres défauts qu'il y avait au niveau de sa femme, mais il n'y avait pas spécialement de changement, il n'y avait pas spécialement de communication profonde, et pas spécialement de dialogue qui crée une harmonie. Encore une fois, je ne suis pas en train de généraliser, je dis qu'il y avait une situation comme ça, et cette situation, très souvent, comme elle était dès le départ, elle restait. Pourquoi ça ne changeait pas? Ça ne changeait pas parce que d'abord, il n'y avait pas spécialement une conscience de ça. Il n'y avait pas spécialement une sorte de connaissance du problème pour dire qu'effectivement, zélo BCLR, il faut qu'on travaille là-dessus pour faire changer les choses. Bon, c'est comme ça, il est coléreux, c'est mon mari, elle m'a la saute. On baisse la tête et on continue. Elle est comme ça, elle est, je ne sais pas très développée, elle est bien au contraire, elle pense qu'elle est trop intelligente, tout ce que vous voulez comme défaut, etc. Et on en restait là-dessus. Et ça crée une sorte de part, de dénivelé entre les deux, et par la force des choses, ça restait comme ça. Donc, d'une certaine façon, un manque de conscience au niveau de c'est quoi effectivement l'harmonie du couple. Un autre niveau aussi, il y avait d'autres choses à faire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le loisir de s'occuper de ce genre de choses. Il fallait amener la parnassa. Ce n'était pas toujours évident. Dans des cas
particulier. C'était extrêmement dur. Donc, qui avait le temps de se prendre la tête, entre guillemets, avec sa femme? Okay. C'est-à-dire, il fallait fonctionner. Il fallait faire vivre des enfants. Et il y avait des fois, il y avait encore des challenges qui étaient encore beaucoup plus durs que ça, quand la situation extérieure était encore plus dure. Il y avait des guerres, il y avait des loalènes ou des pogroms, etc., etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a surgi il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle zugiout, il y a ce qu'on appelle s'occuper de ça. Encore une fois, il y avait des couples, Baruch Hashem, qui ont le mérite. Et bien qu'ils n'aient pas étudié ce type de sujet, ils ne sont pas penchés là-dessus, ils avaient une certaine chorma, une certaine sagesse de vie, qui faisait qu'effectivement, oui, il y avait une sensibilité, il y avait un rapport à l'autre qui permettait que, oui, il y ait une harmonie, une croissance et une entente cordiale. Mais ce n'était pas toujours le cas. Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on faisait? Très souvent, pas grand-chose. Pas grand-chose. On vivait avec ça. En malas, tu baisses la tête et c'est tout. Et voilà. Et viennent nos générations. Et là, on voit des choses qui explosent. On voit, je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe dans la réalité, des couples qui ne s'entendent pas et des couples qui ne veulent pas continuer à ne pas s'entendre. Okay, et donc, l'OALEN ou qui se séparent, etc., etc. Et on peut se poser la question, alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi c'est si différent? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si compliqué? Ça a l'air quelque chose de loin. Encore une fois, pas toujours. Alors, encore une fois, il y a une métamorphose. Une métamorphose de la vie de couple. La vie de couple d'aujourd'hui n'est pas celle qu'ont connue nos grands-parents. Pour le mieux et pour le pire, on va parler maintenant du mieux. Le fait que les gens se sont habitués dans le passé, à vivre l'un avec l'autre, mais sans chercher vraiment à rencontrer l'autre, sans chercher vraiment à connaître l'autre. Ça fait qu'effectivement, on vit avec ça, mais à partir du moment où les paramètres extérieurs nous ont laissé plus de loisirs, plus de temps, plus de facilité, effectivement, à vivre une vie sociale, à vivre une vie affective, etc., alors là, à partir de ce moment-là, les problèmes sont révélés. À partir du moment où c'est plus simple de gagner sa vie, il y a une culture de loisirs, de faire des choses ensemble, de développer des choses ensemble, etc. Alors tu commences à regarder l'autre. Tu commences à faire attention qui vit avec toi. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, il y a une grosse différence. Et là, tu te poses la question, est-ce que je veux combler ces différences? Est-ce que je veux aller vers l'autre? Est-ce que je veux faire des efforts? Ou alors, elle n'y croit. Je n'ai pas la force et, Chas Shalom, il y a une crise. Et alors, effectivement, vous allez me dire, c'est pas très optimiste, a priori, ce que tu nous décris comme tableau. Alors, je veux dire exactement le contraire. Que tout ça, c'est la Hashgacha Elokit qui va venir dans ces générations-là nous montrer à quel point le couple, c'est la beauté de la vie, le couple, c'est l'harmonie de la vie, le couple, c'est la réussite de la vie, tout simplement, ni plus ni moins. Et c'est ce qu'on appelle les mashberim, quand il va y avoir des crises, etc., c'est en fait ce qui va nous permettre de sortir le meilleur de nous pour arriver enfin, sauf, à rencontrer l'autre, comme il y a écrit dans Bereshit, Adam Yada et Chava Ishto, l'homme a connu sa femme. L'homme doit connaître sa femme et la femme doit connaître l'homme. Sans ça, c'est pas encore le binyan la baït, c'est pas encore la maison que Hachem a voulu. Hachem, lorsqu'il parle de construire une maison, il dit tout simplement, c'est construire le Bet Amikdash prati individuel de chacun d'entre nous. C'est ni plus ni moins. C'est l'endroit de la Gdusha et de la Shrina. Est-ce que tu penses que ça va venir tout seul? Est-ce que tu penses que ça va venir parce que tu continues à avoir des accès de colère et que ta femme, eh ben, elle baisse la tête et il y a un mal à saute? Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que tu vas devoir travailler. Tu vas devoir connaître l'autre et par le fait que tu vas chercher à connaître l'autre, tu vas enfin te connaître toi-même. Et c'est la plus grande bracha qu'il puisse avoir, que par l'intermédiaire de la vie de couple, chacun va non seulement rencontrer l'autre, mais se rencontrer soi-même. Être qui il doit être béhémètre, et c'est toute la raison de la création de ce monde. Akadosh Baruch Hu nous a mis des neshamot, des âmes, dans des corps dans ce monde-ci, pour que la neshama se révèle dans ce corps, qu'elle soit enfin qui elle doit être. Et à partir de ce moment-là, elle remplit son rôle, elle a fait sa shlichut. La seule façon de le faire, c'est au sein du couple.
Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Comment ça va se faire au sein du couple et comment, à mon humble avis, il n'y a pas une possibilité de le faire en dehors du couple. Avant qu'on passe à la deuxième partie, est-ce que jusque-là, il y a des questions, des précisions qu'il faut amener? C'est clair. Au prochain. Je vois que je n'ai pas fait de tridouche, que tout le monde Non, savait déjà. c'est pas que vous n'avez pas fait de tridouche, mais bon, au prochain, c'est limpide, puis c'est l'ium-ium, quoi. On le vit ça, en fait, tous les jours, donc je pense qu'il n'y a personne qui a forcément de contradiction sur ça. Ça veut dire quoi que vous vivez ça au jour le jour? Bah, on voit bien que les choses, ils ont bien changé. On est conscient que nos grands-parents, voilà, comme vous avez dit, le divorce, c'était même pas possible. Et puis, comme vous avez dit, ils avaient des guerres, des famines, des problèmes que d'aujourd'hui, on n'a pas. Nous, les problèmes de nos jours, c'est au contraire, on a du temps pour nous. Donc, des fois, c'est même un problème d'avoir trop de temps pour nous, justement. Donc, c'est ce qui amène à ce que des fois, bah, on se retarde et voilà, quoi, et on rentre pas dans ces choses-là plus rapidement ou plus jeune, ou bien, ou justement, des fois, on rentre trop jeune et comme on a ce trop plein de temps, alors on se rend compte que bah non, c'était pas la bonne personne en fait. Il fallait prendre un peu plus de recul. Et puis surtout de nos jours, on a plus honte de divorcer, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Il y a plus vraiment de tabou sur ça, quoi. Donc, נכון, נכון, ממש ככה. Alors, on va un peu préciser les choses au niveau effectivement, ce que, je vais dire tout simplement, ce que Hachem attend de nous au niveau de cette étape de la vie. Okay. C'est quoi rechercher l'âme sœur, se marier, construire un couple durable, beau, harmonieux? Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Parce qu'en fait, il faut qu'on le dise clairement, c'est une partie intégrale et cruciale de la Vodat Hachem, du service divin. C'est-à-dire que c'est évident que ce n'est pas moins qu'une autre mitzvah, c'est même beaucoup plus. Et en fait, c'est ce qui va être la misgueret, la structure de tout le reste. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu révèles ta nefesh, il veut que tu révèles ton âme. Et il y a un problème à ça, c'est que tout le temps où tu es dans l'individualité, il n'y a pas ce qu'on va appeler en hébreu qui vient du laz, des langues extérieures, ce qu'on appelle la contra. C'est quoi la contra? Quelqu'un qui vient contre toi. Contre toi, pas spécialement dans le sens négatif. Quand une personne, elle est encore célibataire, elle développe des qualités qu'elle a en elle, elle développe des volontés, et elle cherche les choses qui lui correspondent moins, elle cherche des amis, une collectivité qui lui correspond, elle a toutes sortes de loisirs. D'une certaine façon, il n'y a personne qui lui pose de problème. Il n'y a personne qui l'empêche de vivre, même ses parents après 18 ans. On a fini de t'éduquer, tu te débrouilles, et voilà. Ici et là, il y a encore un petit peu comme ça encore des parents qui veulent imposer leur volonté sur les, les jeunes hommes et les jeunes femmes, mais je pense que c'est fini tout ça. Et en fait, la personne se développe complètement à 100% selon sa volonté. Il faut savoir que tout le temps où c'est comme ça, il y a un côté positif qui est effectivement une sensation de liberté. Il y a un côté qui est moins positif, c'est que tu ne sais pas si tu es en train de chercher la vérité. Parce que pour arriver à la vérité, il faut être deux. De la même façon que lorsqu'on étudie la Torah, il faut une chavruta, c'est-à-dire qu'on a étudié une fois au chavruta ou mituta, il faut quelqu'un qui te contredise, qui te dise non, moi je pense différemment. Et non seulement il faut que quelqu'un qui ait une pensée différente de toi, mais aussi quelqu'un avec qui tu aies une obligation envers cette personne. Parce que si c'est quelqu'un qui pense différemment de toi, et toi tu as l'habitude d'être seul, et ça te plaît beaucoup d'être seul, et ben à partir du moment où cette personne elle dit le contraire, elle te dérange, et ben tu lui dis il est trop.
parce que tu n'as aucune obligation, tu n'as aucune trahivut envers cette personne. Mais si c'est quelqu'un envers qui tu t'es obligé, il y a un lien qui est scellé entre vous deux, alors là, tu vas être obligé de faire face. Tu vas dire, ah, tu penses comme ça? Eh bien, il faut que je réagisse maintenant. Il faut que je défende soit mon point de vue, soit ma façon de vivre, soit mes exigences que j'ai à exprimer, etc., etc. À partir de ce moment-là, va naître effectivement un dialogue, une correspondance. Et là, on va commencer ce qu'on appelle Afraya Hadadit, c'est-à-dire effectivement la seule façon de faire naître quelque chose, de faire naître une idée, de faire naître un sentiment, c'est quand il y a deux côtés, deux pensées indépendantes qui sont en train pas de s'affronter, mais de se rencontrer. De se rencontrer. Effectivement, dans le mot rencontrer, il y a le mot contre, okay, mais on peut pas sans. Mais tout ça, c'est se rencontrer pour s'élever ensemble. Et au bout du compte, il y a une naissance. Une naissance, je ne parle pas spécialement de la naissance physique d'un enfant, je parle d'une naissance d'une idée, d'une communion autour d'une idée. Communion autour d'un sentiment, d'une acceptation. Acceptation de son caractère, l'acceptation de mon caractère, d'une vision de la vie. Et tout ça, en fait, ça va être le principal du couple. La communication, les discussions, etc., etc. Mais pour ça, il faut deux choses. Il faut d'abord accepter qu'il y a une autre personne dans ta vie qui n'est pas moins importante que toi. À un certain niveau, il faudra qu'elle soit même peut-être plus importante, ou on va dire pas moins importante que toi. Et que tu prends sur toi d'accepter cette présence et de la respecter, de respecter tout ce qui dépend de cette présence, tout ce qui découle de cette présence, c'est-à-dire les idées, les sentiments, la volonté, etc., etc. Tout le temps où tu ne fais pas ce premier pas d'être prêt à ça, d'être prêt à accepter l'omniprésence de l'autre, ben, tu vas avoir beaucoup de mal. Maintenant, je reviens un petit peu 50 ans en arrière. C'est très possible qu'à ce niveau-là, il y a des gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants, qui ont vécu 50 ans ensemble, mais ils n'ont jamais vraiment accepté l'autre. C'est un peu dur ce que je dis, mais ce n'est pas une accusation. C'est-à-dire que l'histoire a fait que c'est ce qui était possible de développer à cette époque-là. C'était le rôle qu'il pouvait remplir à cette époque-là. Maintenant, nous, aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, Ronen, on a un petit peu Mefounakim, on a du temps pour nous-mêmes. Alors, d'un côté, tu peux dire, bon, à plein de loisirs, on peut faire des choses qui ne sont pas vraiment idéales, etc. D'un autre côté, on peut dire, ah, mais pourquoi Kazugorou, il fait que j'ai plus besoin de travailler 14 heures par jour et j'ai plus besoin de fuir les attaques antisémites, etc., etc. Et je peux faire plus ou moins ce que je veux au niveau de ma profession et je n'ai pas trop de problèmes pour manger tous les jours. Alors, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre, etc. Et surtout le temps que je passe dans ma maison. Alors, d'un côté, effectivement, je vais étudier la Torah. D'un autre côté, je vais essayer de développer au maximum, le mieux possible, l'harmonie qui va être dans mon couple. J'essaie de comprendre l'autre, pas de vivre avec lui, tout simplement. Okay, pas de vivre comme un choutaf. Ah, choutaf, hein, dans un appart, il y a des choutafim. Oh, choutaf. OK, bon, ça c'est à moi, ça c'est à toi. OK. Tu ne passes pas trop la limite, je ne passe pas la limite, tout va bien. On s'entend très bien. C'est exactement le meilleur moyen de ne jamais se rencontrer. Avec ta chouta, c'est très bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si ta femme, c'est une choutafa, alors si ton mari, c'est un choutaf, c'est un problème. Parce qu'en fait, tu ne cherches jamais vraiment à le rencontrer. Aujourd'hui, il faut qu'on se rencontre. Mamache. C'est apparemment ce que Hachem a pour nous. Donc, il a créé un contexte qui va autour du couple qui fait que tous les paramètres sont favorables à ça. Tu as le temps, tu as la capacité matérielle, tu as le développement intellectuel et la conscience qui fait qu'aujourd'hui, quand tu parles à un homme, tu commences à lui raconter c'est quoi une femme et inversement, hein, les gens, ils écoutent. Tu n'as pas l'impression de parler d'un extraterrestre. Ils comprennent qu'un homme est différent d'une femme, une femme est différente. Il y a des aspects différents, il y a des demandes différentes. Il y a une attente, une sensibilité qui est demandée des deux côtés. Il y a une écoute qui est demandée. Tout ça, hein, c'est des choses qui ont progressé et qui sont développées. Et donc, effectivement, on va pouvoir s'en servir pour remplir cette mission qui est fantastique, celle de construire comme on dit, Beit Neman B'Israël. Et au bout du compte, et je ne mâche pas mes mots, au bout du compte, construire une maison comme ça,
c'est tout simplement Gan Eden sur la terre. Ressentir cette sensation de Beyachad 24 heures sur 24. Tu es tout le temps avec la personne, même si tu ne l'as pas vu 3 jours, même si tu ne l'as pas vu 2 semaines parce que tu étais en Milouim, parce que tu étais ici, etc. Tu as l'impression que les deux Nefashot sont toujours ensemble. Tu ne fais jamais quelque chose pour faire du mal ou même prendre l'intérêt ou pour exploiter l'autre côté. Bien au contraire, tu es toujours en attente, toujours à volonté de faire la meilleure chose pour l'autre. Et inversement, à un tel point qu'il y a une sorte de zrima comme ça, courant qui passe tout le temps et qui fait que les choses coulent. Et ça, effectivement, c'est ce qui est la source de la force des deux conjoints dans le couple. Et ça rejaillit de façon inhérente sur les enfants. Et ça aide énormément au niveau de l'éducation des enfants, parce qu'au-delà de tous les concepts de l'éducation, il faut faire passer ce concept-là, cette notion-là, etc. Il y a surtout la base, la sensation de chaleur et d'amour qui passe entre papa et maman, qui fait que quand les enfants ressentent ça, et ben même si tu les as pas trop bien éduqués, de surmonter leur colère et de dire tout le temps la vérité, etc. Alors, au bout du compte, cette sensation fait que cette personne est bien avec elle-même et à un certain moment, elle-même va faire ce travail sur elle quand il est adolescent, quand il sera marié, quand il sera plus tard. Mais c'est peut-être le principal qu'il faut faire passer aux enfants et ça devrait passer de façon naturelle. OK. Alors, on va peut-être commencer à... J'aurais dû commencer ça un peu plus tôt, peut-être. Je ne sais pas si on aura suffisamment de temps. Bon, on va commencer, on verra jusqu'où on arrive. À regarder un petit peu dans les sources pour voir où est-ce que ça nous mène tout ça. Alors, là aussi, les sources, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise pour des gens qui ont déjà entendu des cours qui parlent du sujet. Mais je pense qu'on est obligé de commencer par le début. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre un peu l'accent sur c'est quoi se marier aujourd'hui. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas juste un paramètre qui a changé, c'est une différence cruciale et qui fait que d'une certaine façon, c'est complètement différent de se marier aujourd'hui et se marier à 50 ans. Et je pense qu'on peut voir ça déjà à l'époque du premier couple de l'histoire, Adam et Chava, et apprendre pas mal de choses là-dessus. Alors, il y a trois étapes qui m'intéressent dans la rencontre avec Adam et Chava. On pourrait développer d'autres, mais ces 3 étapes-là, elles sont, à mon humble avis, extrêmement importantes. La première, Etmi Akadosh Baruch Hu bara berishona. La question à 100 shekels. Qui l'a créé d'abord? Adam, Chava? Il a créé Adam avec un grand Aleph. Adam avec un grand Aleph? Ouais. Même pas Ha-Adam? Ha-Adam. Avec un grand He. Avec un grand He, pardon. OK. Et d'autres réponses? Alpi Apshat ou Alpi Asodara? Vas-y, dis les deux. Alpi Apshat, c'est l'homme, bien sûr, qu'on connaît, et après il a pris la côte pour faire la femme. Alpi Asod, il a créé un être qui était, je ne sais pas comment on dit en français, mais qui était les deux sexes. Androgyne. Androgyne. Bien fait. Alors, moi, je vais commencer par la première source. Toi, tu vas nous expliquer Rashi et Bereshit Rabbah. Vayomer Elokim, Naase Adam B'Tzalmenu Kidmutenu, V'yirdu B'Dgat Hayam, U'Be'of Hashamayim, Be'ema, U'Bechol Haaretz, U'Bechol Haromes al Haaretz. Akadosh Baruch Hu, il a dit le verset connu, on va créer l'homme à notre effigie, je pense que c'est comme ça qu'on traduit en général. Et ils vont régner, en fait, aussi bien sur le monde animal, que ce soit les poissons, les oiseaux, les animaux sur la terre. Vaivra Elokim et Adam Betsalmo Betselem Elokim, bara oto, zachar ou nekeva, bara otam. Alors, si on fait attention au niveau grammatical, on a un problème avec ce deuxième verset. Le début, ça va. Vaivra Elokim et Adam Betsalmo Betselem Elokim, comme on l'a dit, il a créé à son effigie.
Bara Oto. Donc, il a créé Oto, c'est un singulier. Il a créé lui, d'ailleurs l'homme. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Après, il a écrit Zachar ou Nekeva, Bara Otam. Otam, c'est déjà un pluriel. Pourquoi? Parce que c'est Zachar ou Nekeva, le masculin et le féminin. Donc, grande question, est-ce qu'il a créé Oto ou Otam? Dans les deux ensemble. Pas clair. D'accord? Peut-être qu'il a créé un être qui est aussi bien Oto que Otam, qui est aussi bien une entité à part entière, Adam, et aussi bien une personne qui est Zachar ou Nekeva. Alors, effectivement, si on donne une définition corporelle, c'est ce qu'on appelle en français, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse le terme en français, androgyne. En hébreu, c'est androgynos, ça vient du grec, c'est-à-dire quelqu'un qui, physiquement parlant, a les deux sexes. Maintenant, on imagine que Adam Arishon, ce n'était pas un Chayzar, ce n'était pas un extraterrestre. Et donc, a priori, il va falloir qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'on a voulu dire par ça. C'est la question qu'on va se poser. Nous dit Rashi. Rashi est basé sur le Midrash. Isra, tu veux nous expliquer? Avec plaisir. Vas-y. Il explique qu'il a écrit d'abord qu'il les a créés masculins et féminins et qu'ensuite il a pris une de ses côtes. Il rapporte le Midrash Agada, chez Baraou Shne Parsufim, Bevria Rishona, Vachaka Folko. Rachel explique qu'ils ont été créés deux visages, l'un dos à dos, ils étaient, et qu'après il les a séparés. Alors, effectivement, une créature siamoise, a priori, soudée par le dos. Et encore une fois, est-ce que tout ce qui se passe dans les deux premiers chapitres de Bereshit, est-ce que c'est Kepshuto, est-ce que c'est littéralement, ou alors on vient développer quelque chose qui est extrêmement spirituel, qui est vrai. En général, quand les gens disent spirituel, on a un peu l'impression que c'est des histoires. Non, non, Chazve Shalom. C'est entièrement vrai, juste que c'est abstrait. Est-ce que c'est abstrait ou est-ce que c'est physique et corporel? On ne sait pas. Et entre nous, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est de savoir que dans l'entité qui s'appelle Ha-Adam, il y avait déjà Zachar ou Nekeva. Soit physiquement, soit de façon intérieure. Okay. Et donc, à un certain moment, on va se poser la question quand, Akadosh Baruch Hu a décidé de les séparer. On verra par la suite, il a fait aussi qu'ils vont se rencontrer, mais cette fois-ci face à face. Non pas dos à dos, mais face à face. OK. Donc, dans Bereshit Rabbah, par la suite, on développe un peu plus, mais c'est la même idée, comme tu nous as dit, Trak. Amar Birmia ben Hazar, Besha Shebara Akadosh Baruch Hu, et Adam Arishon, androgynos berao. Il a créé androgyne. Selon le verset qu'on vient de mentionner. Donc, masculin et féminin, il a créé ensemble. Amar Bishmuel Bar Nachman, Besha Sheba Akadosh Baruch Hu et Adam Arishon Dio Partsufim Berao. Il a fait deux visages. Venisro Vasao Gabaim, Gav Lekan, Gav Lekan. Qu'est-ce que c'est Nisro? C'est comme on dit Massor en hébreu, c'est une scie. Donc il a scié, il a coupé en deux. Chez les kabbalistes, on appelle ça Sod Anesira, le secret de la scissure, ou la scission. Il les a séparés. À partir de maintenant, ils ne seront plus reliés physiquement, ils ne seront plus soudés par le dos. Et après cette description un petit peu mamash théorique, c'est-à-dire visuelle comme ça, il va falloir qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi ils étaient soudés au départ ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient soudés? Pourquoi il a fallu les décoller? Qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce qui est né de ça? Pensez que ça s'est passé. Alors regardez la suite, Bereshit Bet, c'est la deuxième étape qui nous intéresse. Akadosh Baruch Hu a créé le monde entier, mais à un certain niveau, Hachem fait une introspection dans la nefesh de Adam. Il se rend compte que c'est Adam qu'il a créé, qui est la perfection du monde, Nezer Abria, comme ça qu'il est appelé. Le summum de la création, c'est l'homme, c'est-à-dire Adam, qui est Zachar et Nekeva.
se rend compte à Kadosh Baruch Hu qui, a priori, a un petit problème. Quand je dis il se rend compte, ça ne veut pas dire que ouah, d'un coup il se rend compte. C'est-à-dire qu'il y a une révélation qui se fait à nous. Vayomer Hashem Elohim lo tov heyot Adam levado et selo ezer kenegdo. C'est pas bien pour l'homme qu'il soit seul. Il va falloir que je lui fasse une aide qui va à son encontre. Alors, il y a deux mots qu'il faut qu'on définisse ici et tout découle de ça. Levado. Et le deuxième, c'est ezer kenegdo. Levado, après, ça veut dire seul. Ça veut dire qu'effectivement, l'homme, il souffrait de la solitude. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez par la suite, Akadosh Baruch Hu, il a fait défiler devant lui toutes les créatures, les animaux, et il a vu que tout était par couple. Et lui, c'était le seul qui était seul au monde, et qui n'avait pas de conjoint. Et ça, Hashem Elohim ina Adama, kol chayot hasede v'et kol of hashamayim, vayave el Adam lirot ma ikra lo, v'chol asher ikra lo Adam nefesh chaya u'shemo. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא crée à présent toutes les créatures qu'il y a sur terre et il les fait passer défiler devant Adam. Et il y a pour ça deux buts en fait. Le premier but, c'est qu'il leur donne des noms. Parce que Adam Arishon, il avait une qualité de vision intrinsèque, il arrivait à connaître l'essence de chaque créature et donc lui donner le nom qui lui convient selon sa nature intrinsèque. Le deuxième but, c'est un but personnel, c'est qu'il se rende compte qu'effectivement, il est seul. C'est écrit à la fin, où la dame lomatsa ezer kenegdo, Akadosh Baruch Hu fait d'une certaine façon que l'homme réalise qu'il est seul et qu'il n'arrive pas à trouver son conjoint. Vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam, vaishan, vaikar achad mitzalota, vaisgor basar tartena. Là, c'est l'opération chirurgicale. Akadosh Baruch Hu endort l'homme, prend une de ses côtes ou alors un de ses côtés, parce que Tsela, comme il écrit Tsela Mishkan, c'est le côté du Mishkan. Et en fait, selon le Midrash Rabbah qu'on a vu tout à l'heure, c'est en fait la créature qui était soudée à son dos. Et c'est là que maintenant l'opération, ce qu'on appelle le secret de la scission, s'est fait. Et il a refermé le corps de Adam, dont il a extrait Chava. Ce qu'on a dit, à chacun d'entre eux, il a fait un dos indépendant. Il fallait construire encore ce côté, parce qu'au début, c'est juste un côté, il lui manque en fait une certaine dimension. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné une dimension à ce côté-là, et il a amené à Adam. Et là, c'est une joie immense. Adam zotapam etsem yatsamai. Basar mi besari, les autres ikari isha, qui me ish lukacha zot. Il y a une conscience très forte. L'homme se rend compte que, effectivement, cette créature fait partie de lui, elle était extraite de lui, bien qu'apparemment il était endormi quand ça s'est passé, il se rend compte que ça vient de lui, et lui donne un nom, il l'appelle Isha, par la suite il va l'appeler aussi Chava, et là c'est assez intéressant. À partir du moment où il appelle Isha, il se donne un nom à lui-même, qui n'a pas été employé jusqu'à maintenant. On a la fin du deuxième Pérec de Bereshit, jusqu'à maintenant on a toujours parlé de Ha-Adam. Maintenant c'est la première fois qu'on voit le mot Ish qui apparaît. Il dit, les autres Ikareisha, cette créature, il faut l'appeler la femme, qui mi ish lukachazot, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish, pas l'homme Adam, l'homme Ish. Qui c'est celui-là? Vous ne connaissez pas? On ne l'a pas mentionné jusqu'à maintenant. Apparemment, à partir du moment où il y a Isha, on peut commencer à parler de Ish. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas parler. Il faut savoir que le mot Ish et Isha, ça vient du mot Ishut. Ishut, ça veut dire une relation exclusive entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que lui, il est pour elle, elle est pour lui. C'est différent de Zachar ou Nekeva. Zachar ou Nekeva, c'est tout simplement une distinction morphologique. Mais Ish Veisha, ça veut dire que chacun se rend exclusif à l'autre. Le mâle est que pour la femelle est que pour l'homme. C'est pour ça que, par exemple, avant le déluge, lorsque Noach a fait venir toutes les créatures qui allaient se trouver dans l'arche avec lui, au début, il y a écrit qu'il a fait venir Zachar ou Nekeva, donc mâle et femelle. Et après, il y a écrit Ish veishto. On parle d'animaux. On sait très bien que chez les animaux,
il n'y a pratiquement pas d'exclusivité. C'est-à-dire qu'une femelle peut avoir des relations avec plusieurs mâles. Et la Gemara pose la question, elle dit, il y a un rapport exclusif entre les bémotes. Il dit, les bémotes qui sont venus, les animaux qui sont venus dans l'arche, effectivement, c'était des animaux qui avaient un rapport exclusif entre eux. C'est ça que Hachem a voulu faire entrer dans l'arche. Tout ça pour montrer que quoi? Que le mot ish, isha, c'est uniquement lorsqu'il y a une meyuchadout. Je me rends exclusif à toi et inversement. C'est pour cela qu'effectivement l'homme va abandonner son père et sa mère. Ça, c'est un peu surprenant de la bouche d'Adam Arishon parce que lui, il n'a ni père ni mère, mais il parle dans le futur, c'est sa prophétie. C'est pour ça que les enfants qui sont nés de père et de mère verront à un certain moment dans leur développement personnel qu'il y a un besoin d'abandonner la maison familiale, le lien familial, c'est à quoi l'abandonner, lui donner moins d'importance pour se permettre de s'unir, se joindre avec sa femme, c'est-à-dire créer un lien de ishut, d'exclusivité, se dédier complètement à ce lien-là afin de devenir un seul corps. Et de par là, ils se sont aussi rendus compte de leur situation face à Hachem. Alors, là, ce qu'on a expliqué, c'est au niveau du pshat. Je reviens un petit peu en arrière. Et je voudrais rajouter en fait une dimension qui est, à mon humble avis, le principal. Parce qu'effectivement, le côté visuel, l'homme et la femme soudés par le dos, c'est effectivement surprenant, c'est intéressant. Mais le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fini la création, c'est-à-dire à la tombée de la nuit de Yom Shishi, de la première semaine de Maaseh Bereshit, la création était parfaite. C'est pour ça que depuis, il n'a jamais rien rajouté, il n'a jamais créé quelque chose de nouveau. En Chadash Tachat HaShemesh, nous dit Shlomo HaMelech, il n'y a rien de nouveau qui a été créé sous le soleil depuis la création du monde. Et donc tout est perdu. Tov Meod. Lorsque Akadosh Baruch Hu il a fini la création, il dit Tov Meod. Donc en fait, tout va bien. Et il a créé l'homme avec en fait les deux aspects de sa personnalité. De cette façon, l'homme, il est entier. Il a aussi bien le côté masculin, le côté féminin de la personnalité humaine. A priori, il n'a besoin de rien. Tout est chez lui. Et c'est vrai. Tout se trouve dans cette créature qui s'appelle Ha-Adam. On se rend compte que Adam, ce n'est pas exactement l'homme comme on dit en français. Okay, ce n'est pas le mal. C'est une entièreté humaine. Il y a juste un problème. C'est bien que le côté mâle et le côté femelle se trouvent en lui. Les deux aspects de sa personnalité, on va développer un peu plus, c'est-à-dire, par exemple, le côté qui veut peut-être un petit peu mener la barque, le côté qui veut prendre des initiatives, et d'un autre côté, le côté peut-être un peu plus en retrait de la société. Ces deux côtés-là, ils se trouvent en lui. Il y a juste un problème, c'est qu'ils ne sont pas en contact. Au niveau de la création, il ne manque rien. Les deux entités sont là, mais il n'y a pas de lien entre eux. Ou alors il n'y a pas suffisamment de lien entre eux. Et ça crée une situation par laquelle l'homme est triste. L'otov eyot adam levado, nous disent les Mekoubalim que levado, il ne faut pas le comprendre dans le sens seul comme solitude. Ou alors pas uniquement comme ça. Il faut comprendre du mot lavoud. Levad, ça vient du mot lavoud. C'est quoi lavoud? Alors les constructeurs de soukha connaissent ce terme. Lavoud, c'est en fait un terme assez intéressant. C'est lorsqu'on rend l'abstrait concret. C'est-à-dire, quand on construit une soukha, je donne un exemple, ça peut être dans d'autres choses, dans les rouvines, etc. Lorsqu'on construit une soukha, on nous dit il faut que tu aies 3 murs, ou alors 2 et quelque chose. Mais la définition du mur dans la construction de la soukha, elle est très intéressante, parce que chez les Juifs, on peut faire un mur avec du rien du tout, avec de l'espace. C'est-à-dire, on met une cordelette à 27 cm du sol, okay, et après une autre cordelette au-dessus de la première cordelette à 27 cm de la première, tout ça en hauteur, et encore une autre, on voit une façade, il y a un mur. Et c'est quoi un mur? Je peux passer ma main entre les cordelettes, il n'y a aucun problème. Je peux passer.
c'est pas grave. C'est comme si la matière, elle était en fait euh, euh, créée par ces cordes que tu as mis, par l'espace que tu as délimité. Vu que tu n'as pas laissé un espace de plus de 27 cm, ça veut dire que c'est comme s'il y avait la matière. Pour nous, c'est un mur. Incroyable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que, quand je reviens dans notre contexte, l'homme et la femme, quand on a dit que c'était soudé par le dos, au niveau du côté visuel un petit peu, au niveau plus intérieur, ça veut dire qu'en fait, il y avait une proximité entre l'homme et la femme, proximité, entre le côté masculin et féminin qu'il y a dans cet être-là bizarre un peu, qui a les deux côtés. Mais cette proximité-là, en fait, elle n'est pas bonne. C'est trop proche. C'est trop proche, et vu que c'est trop proche, on ne peut pas se connaître. Il faut de l'espace. Il faut de l'éloignement pour qu'on puisse se voir l'un face à l'autre. Lorsque Baruch Hu les a déconnectés, les a décollés, il les a fait venir panim el panim, face à face, pour qu'enfin on puisse parler, on puisse se connaître, on puisse se confronter, on puisse se rencontrer. Et ce lévoud-là, cette proximité-là, elle était problématique. Ça n'a pas fait qu'il y ait eu un éveil de la conscience intérieure de l'homme. Pour ça, il lui faut, d'une certaine façon, un miroir. Il lui faut quelqu'un qui est en face de lui qui dit non, pas comme ça. Mon mari, non, pas comme ça. Il faut que le mari dise à sa femme non, pas comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine opposition. Ça peut se faire de façon, et ça doit se faire de façon extrêmement délicate, avec de l'amour, avec de la chaleur, mais une idée différente, une pensée différente. Pas être seul au monde, dans le sens de seul à penser. Et ça, quand Baruch Hu l'a perçu dans la créature humaine, c'est pour ça qu'il les a dissociés. Mais avant de faire ça, il fallait faire naître chez l'homme cette sensation très forte qu'il lui manque quelque chose. Tout le temps où il ne sentait pas qu'il lui manquait quelque chose, il ne peut pas arriver à la conclusion de l'homme lui-même qui dit que l'homme doit abandonner son père et sa mère pour aller se joindre et s'unir à sa femme. Cette union ne pourra se faire que uniquement si toi tu sais que tu es manquant. Si toi tu sais que tu n'as pas en fait cette contradiction en face de toi qui te dit revois ta vision des choses, repense ça. Il y a une tradition qui en est par le nom du Baal Shem Tov, qui dit qu'à un certain niveau, enfin, j'accentue cette phrase, à un certain niveau, la femme est considérée, pas considérée, pardon, la femme, des fois, a un rôle de façon de miroir. Et inversement, l'homme en face de sa femme. C'est-à-dire quoi? Elle vient se mettre en face de l'homme, elle lui dit, regarde, c'est comme ça que tu veux la vie? Je suis en train juste uniquement de te montrer ce que tu es en train de faire dans ta vie. De quelle façon tu es en train de mener ta vie? Est-ce que c'est ça que tu veux? Elle va lui montrer ça par ses émotions, elle va lui montrer ça par des remarques, elle va lui montrer ça par une façon de vivre, etc., etc. Et là, ça va être effectivement le dilemme de l'homme, inversement de la femme, c'est important, parce que l'homme aussi peut être le miroir de la femme. Là, il va falloir qu'il se pose la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je refuse de regarder dans le miroir? Je veux continuer à voir que l'horizon. Je veux pas qu'on me montre qui je suis. Je veux pas qu'on me dise, regarde qui t'es, regarde ce que tu fais. Ou alors je dis, waouh, je savais pas que c'était. Ah non, je n'étais pas conscient. Je n'étais pas conscient que j'étais comme ça. Alors peut-être que je vais peut-être réfléchir. Je vais prendre les choses de façon plus intérieure et je vais commencer peut-être à changer. Je vais commencer à réparer. Je vais commencer à effectuer des bouleversements dans ma vie. Et ça, de façon progressive, ça va me permettre effectivement de me rapprocher de l'autre et de par cela me rapprocher de moi-même, de mon intériorité. C'est-à-dire que le côté masculin va rencontrer le côté féminin qui est en moi, le côté féminin va rencontrer le côté masculin qui est en moi pour devenir effectivement quelqu'un de beaucoup plus chalem, de beaucoup plus vrai, entier, qui a le désir d'accéder à la plénitude. Et c'est cette plénitude qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu réalises dans ce monde-ci,
qu'au bout du compte, grâce à la dvekut, grâce à l'union que tu auras avec ta femme, tu pourras effectivement te rapprocher de l'union avec le divin. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. On continuera avec Bezrat Hashem la semaine prochaine. Là, on s'arrête maintenant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, je suis captivé. Hein. Bezrat Hashem. On continue comme ça. N'ayez pas honte, hein, ceux qui veulent poser des questions, allez-y, hein, activez vos micros. Faites-vous plaisir. Hein. C'est là pour ça. Hein. Je ne sais pas, peut-être ils sont endormis, je ne sais pas. Non, c'était très intéressant. Non, c'est super intéressant. À la semaine prochaine. Oh, monsieur Shavuot Tov. Shavuot Tov, Rav. À la semaine prochaine. Plus. Tודה רבה.